Merci beaucoup, Jérôme. Alors, je vais m'assurer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Jérôme, tu me confirmes? Ok, très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus ce soir devant leurs écrans. On aurait aimé, du moins, les organisateurs auraient aimé faire, et moi j'aurais aimé aussi faire ça en vrai, avec un vrai auditoire, un vrai public en présentiel. Et les contraintes nous ont forcés à faire ça en visioconférence. Voilà. Alors, pourquoi les transports publics? Jérôme l'a introduit, c'est le sujet ce soir. La Citrabvo, qu'est-ce que c'est? C'est une association apolitique, je tiens à le préciser. Nous avons des représentants parmi les collègues au comité qui ont des tendances d'autres partis, vers la gauche ou vers la droite. Nous sommes une organisation apolitique qui regroupe en fait toutes les personnes qui sont intéressées à défendre les transports publics. Et pour la Citrabvo, quand on parle transport public, on parle avant tout infrastructure. Défendre la qualité, promouvoir la qualité du service, autant au niveau de l'infrastructure, et ça signifie aussi au niveau des horaires. Quels sont les horaires, quelles sont les offres mises en place? Bon, j'y viendrai un peu plus tard en détail. Alors, tout d'abord, pourquoi les TP? TP, transport public pour les intimes. Au niveau individuel, quand vous et moi, tout le monde, on prend les transports publics, la première raison pour laquelle on va prendre les transports publics, c'est la proximité. Si j'ai pas un arrêt ou une gare tout de suite à proximité, je vais jamais utiliser, même si j'ai un super service, mais s'il est loin, ça va pas marcher. Ensuite, la fréquence. Il faut qu'il y ait régulièrement, au moins une fois par heure, pour que les gens décident d'utiliser le service de manière régulière et pas juste de manière occasionnelle. Le confort, évidemment, et puis sous-estimer la vitesse, c'est aussi important. Mais voilà, ça c'est les facteurs individuels. Et ça, c'est tout ce dont je ne vais pas vous parler ce soir. Ce dont je vais vous parler ce soir, pourquoi les transports publics, c'est ce que nous dit la science des transports publics, point de vue scientifique. Tout d'abord, un transport public, de par sa masse, c'est un transport de masse, donc il est plus efficient qu'un transport individuel, par définition. Et donc, il va avoir une plus faible consommation par personne. En soi, un avion aussi est un transport public. Et il va être plus efficient que si chacun prenait son avion pour traverser l'Atlantique. Très clairement. Mais il y a une technologie, une technique en particulier qui nous intéresse, qui est très efficiente et qui consomme très peu d'énergie, c'est le rail. J'y reviendrai. Et donc, vu qu'il y a une faible consommation, émet proportionnellement peu de CO2. C'est lié. Vous consommez peu d'énergie, cette énergie va aussi produire moins d'émissions. Moins connu, mais aussi important, les transports publics utilisent moins de terrain que d'autres modes de transport. Ils sont plus compatibles avec l'urbain, avec la vie en village et en ville. Les sociologues nous diront qu'ils sont positifs pour la cohésion sociale. Vous faites corps. Quand vous êtes dans un transport collectif, comme on dit en France, vous êtes dans un transport où toutes les couches sociales se mélangent. Et maximise la rentabilité économique. Vous êtes en train de vous dire, oui, il est en train de se ficher de notre gueule. Avec les transports publics, on maximise la rentabilité économique. C'est machin subventionné à 50% par l'État. Vraiment, rentabilité économique. Alors oui, un transport public peut être très rentable. Historiquement, tout le réseau de chemin de fer qu'on a en Suisse, c'est en écrasante majorité des compagnies privées qui, au 19e siècle, faisaient concurrence pour obtenir des monopoles, obtenir des concessions, et puis développer un transport basé sur un monopole. Et effectivement, quand vous avez le monopole du transport, là, vous pouvez vous assurer de faire des bons bénéfices. Le meilleur exemple, c'est dans l'Ouest américain, où vraiment l'extension des chemins de fer a permis le développement économique et où les compagnies de chemin de fer avaient des empires. Mais voilà, bon,
Ça, c'était dans le passé. Vous me direz, ben, effectivement, c'est le passé, les choses ont changé. Le monopole a été brisé. Maintenant, c'est l'automobile qui a pris la part du lion du transport. Il n'empêche que ça ne veut pas dire encore que tous les transports publics ne sont pas rentables. À droite, sur l'image, vous avez une image des Jungfraubahn, les chemins de fer de la Jungfrau, compagnie privée qui, du moins avant Covid, versait de magnifiques dividendes aux actionnaires de la compagnie de chemin de fer. C'était une affaire très rentable parce qu'il y a un monopole absolu pour monter sur le Jungfraujoch. Il n'y a pas de concurrence. Le jour où l'État la main publique décide de construire une route et un parking au sommet de la Jungfrau, ça sera peut-être différent. Mais là, heureusement, ce n'est pas prévu. Par contre, pour le reste du réseau dans le pays, effectivement, c'est ce qui s'est passé. La concurrence avec la mobilité individuelle motorisée a fait que beaucoup de lignes n'étaient plus rentables. Autre exemple de rentabilité du transport public, l'aviation. L'aviation, c'est aussi un transport public. Alors certes, pas très bon pour l'environnement comme le rail, par exemple, mais ça reste un transport public qui peut être très rentable, comme le montre ce magnifique avion cargo en bas à gauche. Alors aujourd'hui, il en est quoi? Les CFF rentables. Ici, vous avez une carte secrète. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Elle a fuité dans les médias il y a quelques années. Cette carte secrète des CFF montre quelles sont les lignes qui sont rentables et lesquelles qui ne sont pas. Alors, vous devinez en vert rentable, Lausanne-Genève. Ah, ça, c'est rentable. Il y a de la masse. Malgré l'autoroute, malgré les autres moyens de transport pour se déplacer entre ces deux villes, la masse critique est là pour offrir un service rentable. Aussi Zurich-Berne. Et aussi, et ça c'est intéressant, la S-Bahn de Zurich. Le RER zurichois est rentable ou à la limite de l'être. Zurich-Zug, rentable. Zurich-Winterthur, rentable. Zurich-Argovie, rentable. Zurich, la côte sud du lac de Zurich, en direction de Glaris, jusqu'à Ziegelbrücke, rentable. Donc, le RER zurichois, il faut vraiment aller au-delà de Winterthur ou vers le nord de Zurich pour avoir des lignes qui sont plus déficitaires. Et on voit que les Zurichois ont très bien fait leur travail, ils ont bien planifié, ils ont planifié surtout sur très long terme, ils ont planifié sur des décennies à l'avance. Et ça, maintenant, ils en ont les bénéfices. Quand on pense que pour le canton de Vaud, eh bien, le canton subventionne notre système RER pour maintenir un service, mais qui n'atteint jamais les niveaux de rentabilité qu'il peut avoir, par exemple, dans l'agglomération zurichoise. Alors, ça coûte combien les transports? Les transports. Là, on sort du transport public, on va aller dans le transport global, tous les transports. La mobilité en Suisse coûte 90 milliards de francs par an. Enfin, si on veut, c'est 20% du PIB, plus ou moins, dans les transports. De ces 90 milliards, il y a deux chiffres qui comptent. C'est 80% des coûts qui sont dans le transport routier motorisé. C'est l'achat de votre voiture, c'est votre assurance casco. C'est la construction des routes, la construction des autoroutes, l'entretien des routes. Tout ça est compris dedans, que ce soit payé de votre poche pour acheter votre Porsche ou que ce soit l'argent public pour entretenir la route. C'est 80% des coûts de la mobilité en Suisse. Le rail, de son côté, c'est 12% des coûts de la mobilité en Suisse. Mais c'est qui paye? Quand on regarde sur la route, effectivement, on voit que la grande majorité des coûts de la route, vous regardez cette petite ligne rouge du gros bloc, le gros bloc à droite, la ligne rouge, et ben vous voyez qu'un bon 90% des frais du coup, sur la route sont payés par les utilisateurs de la route, par les automobilistes eux-mêmes. Donc, ils couvrent plus ou moins leurs frais. Ce qui n'est pas le cas des transports publics.
Là, 11 milliards de francs. Vous voyez la petite ligne en bas à droite avec la petite coupure rouge au milieu. Et bien, la partie à gauche, c'est couvert par les billets de train, par les personnes, les entreprises qui payent, par exemple, le transport de marchandises. Et à droite, c'est la part couverte par la collectivité ou par l'État. Donc, clairement, nous voyons que le rail est largement soutenu par la collectivité et par l'État. Alors, comment ça marche? Comment ça marche le transport public? Ou plutôt le rail, comment ça marche? Alors, je ne vais pas vous faire le dessin qu'on explique aux enfants comment fonctionne la roue de fer sur le rail de fer et puis comment fonctionne un train. Ça, je pense que tout le monde sait comment fonctionne un train. Mais maintenant, comment marche l'horaire? Face à la concurrence de la voiture, les CFF dans les années 70 étaient dans une situation terrible. Les années 70, c'est la décennie horribilis pour le chemin de fer en Suisse et dans beaucoup de pays en Europe. Le fait du développement de la mobilité individuelle, eh bien, il y avait de moins en moins de gens qui utilisaient tout simplement le train pour voyager. Et dans cette situation extrêmement difficile, il y a un club de cinglés. Ils se sont autoproclamés ainsi. C'est un club de cinglés, Spener Club, à la fin des années 70, 1980, comme ça, et décidé d'introduire l'horaire cadencé. C'est-à-dire que dans toutes les gares, les trains partent à la même heure, arrivent à la même heure. Et donc, tout d'abord, vous savez toujours que votre train partira toujours à la même minute, vous n'avez plus besoin de chercher dans l'horaire, vous savez à quelle minute part le train, et toutes les heures, du matin à 6 heures jusqu'au soir à 9-10 heures, hein, quand même à la fin des années 70, le service n'est pas jusqu'à minuit comme aujourd'hui, et bien vous savez que votre train partira à telle minute. Donc ça, on renouvelle le ticket de liberté. Donc le ticket de liberté qui était son permis de conduire et sa voiture, maintenant on dit avec les transports publics, avec les CFF, vous avez aussi un ticket de liberté. Toutes les heures, vous savez à quelle heure part votre train et c'est toute la journée et toutes les heures, ça se répète. Donc il y a une prévisibilité et une liberté qui s'instaure pour le client, pour le voyageur. Et puis, autre avantage, c'est aussi l'offre, toutes les destinations possibles. Vu que tous les trains arrivent un peu avant l'heure pleine dans la gare, eh ben, quand vous êtes en gare, vous avez un large choix de tout plein de destinations. Et puis, les échanges se font au sein de la gare. Et puis après, tous les trains repartent dans les différentes directions. Donc, c'est très efficace et ça a été un succès. Donc, les CFF ont pu reprendre avec l'introduction de la cadencée, je crois que c'était en 82-84, donc pouvoir de redevenir concurrentiel. Alors, l'horaire cadencé, ça, c'est la version simplifiée. L'horaire cadencé aujourd'hui, il ressemble à ça. Toutes les lignes, c'est un train à travers toute la Suisse. Vous avez tous les trains de Suisse qui circulent pendant 1 heure. Et toutes les heures, ce schéma se répète. Ensuite, dans le comment ça marche, il n'y a pas juste comment fonctionne la technologie, comment fonctionne un train, comment fonctionne un horaire. Il faut aussi vendre un produit. Vous devez vendre un produit avec une image de marque. Et il y a eu un événement dans les années 80 qui a marqué les esprits, c'est la mort des forêts. Vous avez ici la couverture du magazine allemand Der Spiegel, avec la pluie acide sur l'Allemagne, la forêt se meurt. Et en Suisse et dans d'autres pays européens, la situation n'était pas différente, notamment en Argovie, avec des forêts qui mouraient, avec les politiciens qui allaient sur les sites, visitaient les forêts, voyaient comment la forêt se mourait à cause des pluies acides, dues au charbon et au pétrole, aux émanations de charbon et de pétrole. La réaction, ou du moins une proposition qu'ont fait les CFF à la Confédération qui a été acceptée par le Parlement a décidé, c'était je crois en 1988, si je me souviens bien, que le demi-tarif passerait de 360 à 100 francs. Les CFF
qui à l'époque avait 660 000 demi-tarifs en circulation, espérait qu'avec cette mesure du Parlement pour subventionner le demi-tarif, ils arriveraient à 1 million de demi-tarifs en circulation. Eh bien, le succès a été fulgurant. En 2 ans, ils ont eu 2 millions de demi-tarifs en circulation. Et à partir de ce moment-là, la tendance entre transport individuel motorisé et transport public s'est inversée. Le rail a repris des parts de marché et pendant une trentaine d'années, aujourd'hui le problème est un peu différent, mais pendant une trentaine d'années, à partir de cette date-là, petit à petit, la part de marché du rail et des transports publics a regagné du terrain par rapport au transport motorisé sur route. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, alors on n'a plus les pluies acides, fort heureusement, mais est-ce que c'est toujours encore d'actualité, les transports publics, le train, le rail, pour faire face aux défis environnementaux? Oui. Alors maintenant, on a vraiment le problème du CO2, on l'avait déjà il y a 30 ans, mais maintenant on l'a vraiment avec le réchauffement climatique. Vous voyez cette statistique de l'Office fédéral de l'énergie et de l'Office fédéral des transports. Le rail en Suisse, c'est 0,2% des émissions de CO2. Vous voyez par rapport aux autres modes de transport la différence. Je pense que c'est sans appel. Ça parle tout seul. Et au niveau de la consommation énergétique totale, ben oui, toujours. Le rail en Suisse, c'est 4,8% de la consommation d'énergie. Alors là, c'est drôle, hein. Vous avez sur le rail, vous avez rail en jaune, et puis juste en dessous, vous avez rue. C'est un traducteur ou un fonctionnaire à l'administration fédérale, parce que le document original est en allemand, il a traduit Straße par rue. Alors bien sûr, là, il faut comprendre route. C'est la route, bien sûr. Donc en gris, les 86,2% de consommation énergétique, essentiellement de l'essence, du diesel, c'est sur la route. Et le rail ne consomme que 4,8% de l'énergie, essentiellement d'électricité. Et par cette électricité hydraulique, eh bien, nous avons ces faibles émissions de CO2. Après, bon, le fait qu'ils écrivent rue à la place de route, c'est un gag, c'est assez sympathique, on peut pardonner. Ce qui est un peu moins pardonnable, c'est l'autre erreur qui est sur ce graphique. C'est pas tout à fait faux que le rail représente 15% des prestations de transport en Suisse. Mais ça ne veut rien dire quand on veut comparer à la consommation énergétique. Quand on veut comparer à la consommation énergétique, on veut aussi savoir combien de kilomètres je voyage avec cette énergie. Là, la comparaison devient intéressante. Et en Suisse, eh bien, 28% des kilomètres en Suisse par les passagers sont faits en transport public. Donc, train, mais aussi bus, tram et autres. Alors, on ne le voit pas, il me semblait l'avoir fait. Je voulais l'ajouter normalement ici aussi. Mais évidemment, sur la partie route du graphique, il y a une petite partie des 86% qui sont dans les trams et les bus. Et donc, en fait, la partie, c'est peut-être pas 4,8%, c'est peut-être plutôt 6, 7 ou 8%. Mais toujours encore, l'ordre de grandeur, les rapports de grandeur sont bons. Et vous avez donc 5%, on va ajouter un peu, on va dire 8 ou 9% de l'énergie dans les transports publics, mais ce 8 ou 9% d'énergie vous fait 28% des kilomètres des voyageurs et 37% du tonnage des marchandises en Suisse. Donc, avec peu d'énergie et quasiment pas d'émissions, on bouge un tiers du pays, littéralement. Donc, ça, c'est un excellent score. Et pour vous montrer que je ne raconte pas des salades, je base mes chiffres. Le 28, je ne l'ai pas sorti de nulle part. Vous l'avez en bas à droite. C'est les chiffres de la LITRA, le centre d'observation des transports publics à Berne, où on voit cette part jaune en bas à droite de 28% des distances parcourues en transport public. Et là, il y a un autre problème qui apparaît.
vous voyez, et je vous ai dit tout à l'heure, pendant une trentaine d'années, la part des transports publics a augmenté. Mais depuis une dizaine d'années, ça stagne. Et vraiment, depuis 5 ans, ça stagne vraiment. Vous voyez, il n'y a plus d'augmentation. Les prévisions avant, c'était quand les prévisions, il y a encore 15-20 ans, eh ben, la croissance continuait. On serait aujourd'hui déjà au-delà de 30%. Et puis en 2030, on serait presque à 40% de part de transport public dans le mix de transport. Mais ce n'est absolument pas la tendance. La tendance, c'est stagnation, voire de nouveau croissance de la part du transport individuel motorisé. Ça, c'est la tendance actuelle. Et le Covid l'a massivement accéléré. Au niveau de la charge des routes, maintenant, on est comme après Covid, tandis qu'au niveau des transports publics, on est à 60% de remplissage des trains ou 70% sur les grandes lignes et puis 80-90% dans le trafic régional. Donc là, il y a eu regain de terrain subi subitement par les transports individuels motorisés. Autre souci qu'ont les transports publics, qui explique en partie cette stagnation, c'est que vous avez une augmentation des prix. Depuis 20 ans, c'est la ligne jaune sur le graphique, les prix ont augmenté de 35%. La ligne grise qui est au milieu, c'est le prix du transport routier individuel. L'achat de votre voiture, votre assurance, l'essence, tout ça. Et ben, depuis 20 ans, votre prix de votre voiture, en moyenne, en fait, il a baissé. Vous payez entre 3 à 4% de moins qu'il y a 20 ans. Donc, il y a une ouverture de ce ciseau entre l'augmentation des prix régulières des transports publics et la baisse de prix relative de la voiture individuelle. Et ça, il va falloir trouver une solution, il va falloir rééquilibrer. Alors, clair, pour la Citravaux, il faut que les prix dans les transports publics baissent. Alors, je n'ai pas dit transport gratuit. La Citravaux est clairement opposée à des transports publics gratuits. Ça, il n'en est pas question. Et si vous voulez, s'il y a une question dans le public après sur ce sujet, je peux volontiers répondre, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. La question du prix est une explication parmi d'autres et puis aussi une solution parmi d'autres de faire baisser les prix. Alors, petite conclusion intermédiaire, je vais regarder l'heure pour savoir combien de temps j'ai encore. Voilà, que j'avance un peu, je respecte le temps qui est imparti. Petite conclusion intermédiaire. Donc, les transports publics, c'est bon pour le climat. Ils sont bons pour le climat. Et ils sont imbattables sur les moyennes et longues distances. Alors, bien sûr, sur les courtes distances, pour 1 kilomètre ou 2, c'est peut-être mieux d'aller à pied ou à vélo. C'est plus écologique que de monter dans un bus bondé. Il vaut mieux aller à pied ou à vélo pour les courtes distances. Mais sur les moyennes et longues distances, clairement imbattables. Il coûte, entre guillemets, vous comprenez les guillemets, c'est parce qu'on sait que c'est largement subventionné, mais au niveau du prix global, au niveau du prix pour toute la société, c'est moins cher que la route du fait de son économie d'échelle. Donc, en fait, si je reviens au graphique avant où je donnais les prix, plus on arrive à transférer des gens sur le rail, moins on a besoin de subventions et moins aussi le mode de transport qui est plus cher, c'est-à-dire sur la route, diminue relativement au PIB et plus il y a des ressources libres dans l'économie pour investir dans d'autres secteurs que celui de la mobilité. Et les transports publics consomment peu d'énergie. Donc tout ça, c'est pas un hasard, hein, c'est lié. Bon pour le climat, moins cher, consomme peu d'énergie. C'est clairement, on est dans le plus on est dans le petit et le raisonnable, moins ça coûte. Donc ça coûte moins, ça consomme moins, ça émet moins, c'est tout à fait lié. Donc c'est pas un hasard. Et puis j'ajoute les éléments que j'avais mentionnés ailleurs, mais que j'avais mentionné tout à l'heure, mais qu'il faudra que je prenne un temps ailleurs ou une autre fois pour développer pourquoi et comment ça utilise peu de terrain, pourquoi c'est compatible avec l'urbain, pourquoi c'est positif pour la cohésion sociale. Ce seraient des présentations pour elles-mêmes que je pourrais développer aussi, mais je ne vais pas le faire, en tout cas pas aujourd'hui. Et petit point bonus, eh ben, les transports publics, les transports ont de nombreuses externalités économiques positives.
Le meilleur exemple, c'était aux grandes dames des populations indo-américaines de l'Ouest américain au 19e siècle, où dès que vous ameniez une ligne de chemin de fer, il y avait toutes les aménités, le confort, toutes les externalités économiques qui venaient avec. Vous pouviez notamment amener la glace pour la réfrigération, parce qu'il n'y avait pas de frigo à l'époque. Donc la glace était dans des glacières et on transportait la glace par train. Donc dès que vous aviez un chemin de fer, dès que vous aviez un transport, vous avez tout le confort, la civilisation, entre guillemets, qui arrivait et qui permettait le développement. Donc, comme dit aujourd'hui, je les remercie de nouveau. C'est la section Lavaux-Oron du Parti vert libéral qui m'a invité à faire cette présentation ce soir. Je vais présenter un peu au sein de la CITRAVO le groupe Transport Régionaux Horaires et puis ce que le groupe a aussi réfléchi pour le district de Lavaux-Oron en termes de transport. Mais j'espère que ce sera quand même intéressant aussi pour les personnes qui ne sont peut-être pas du district de Lavaux-Oron. Donc, le groupe Transport Régionaux Horaires de la CITRAVO, c'est un groupe composé de valeureuses observatrices et valeureux observateurs des transports publics vaudois. Nous essayons, nous n'arrivons pas encore à couvrir tout le canton. Donc, avis aux amatrices et aux amateurs, vous aimez les horaires, vous aimez les transports publics, vous êtes les bienvenus à venir participer à nos observations et nos échanges aussi. 2-3 fois par an, nous avons une réunion avec la direction générale de la mobilité des routes du canton de Vaud. Et littéralement, avec entre nous et puis les représentants du canton qui sont des passionnés aussi, on joue au petit train. Littéralement, on joue au petit train avec le réseau vaudois en regardant où est-ce qu'on peut encore peut-être améliorer l'horaire. Des fois, nous, on fait des remarques sur l'infrastructure, comment on faudrait développer l'infrastructure. Ils n'aiment pas beaucoup ça parce qu'ils veulent rester seulement sur l'horaire. Et puis, je les comprends, mais quand même, il y a aussi des fois, se pose la question si l'horaire ne fonctionne pas, qu'il faille développer les infrastructures sur long terme. Concrètement, transport public, Lavaux-Oron. Vous avez ici le plan du réseau du district. Et si vous regardez bien, vous avez à gauche Lausanne, et puis il y a une ligne grise qui sépare Puy et Lutry, qui sont sur le district de Lavaux-Oron, qui les sépare de Lausanne. Donc cette ligne grise, c'est bien la frontière de district. Vous allez vers le nord, vous voyez à Montprévert, Mézières, qui sont encore dans le district, et puis Palaisieux-Oron, quand on retourne vers l'est, et puis quand on descend au sud, on retourne vers le lac, entre Saint-Symphorien et Vevey, la limite de district. Ce district, au niveau de transport public, il est coupé en deux. Tout est centré sur Lausanne. Vous avez Lausanne et Palinges, puis vous pouvez aller sur Mézières, Forel, Savigny et Moudon. Et puis vous avez Lausanne, Puydou-Palaisieux. Et puis vous pouvez aller plus loin. Mais entre Palaisieux et Mézières, ou Palaisieux-Savigny, donc pour relier ces deux parties du district, il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas du tout efficace et attractif. Il n'y a pas de liaison directe. Si on analyse le district aujourd'hui, le transport public du district, il y a deux hubs, deux plateformes d'échange dans le district. Alors bien sûr, vous avez les plateformes de Vevey et Lausanne qui sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas dans le district. Donc on va vraiment se limiter au district. Vous n'avez pas les yeux et Cuilly. Vous avez donc le hub de Cuilly où vous avez la ligne Lausanne-Vevey et de Cuilly, vous avez les bus qui partent en direction du nord du district. Et puis vous avez le hub de Palaisieux qui en fait est une des rares gares de Suisse romande à fonctionner vraiment selon le système nodal. Vous avez décrit avant l'horaire cadencé et puis les gares comme point nodaux. Et ben, sachez, il y a une gare en particulier, ou plutôt deux gares en particulier, peut-être même trois en fait, mais qui ne fonctionnent pas en Suisse, qui ne sont pas des points nodaux, Saint-Gall, et puis un autre notoire, c'est Lausanne. Quand vous avez votre train qui vient de Payerne, Moudon, Palaisieux, la S9, la directe, la rapide, qui vous amène à Lausanne, vous arrivez à Lausanne, l'Intercity pour Genève est parti depuis 5 minutes. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Le Lausanne n'est pas du tout intégré dans l'horaire cadencé suisse. Palaisieux l'est, parce que Palaisieux est à 56 minutes de Berne, donc automatiquement, paf, Palaisieux a de merveilleuses correspondances.
Donc, vous avez le hub de Palaisieux, qui est très précieux en fait pour le district. Ce que le groupement de transports régionaux RER propose, c'est d'étendre à des hubs à Mézières et puis à Puydou, notamment Puydou pour la direction de Vevey, et Mézières dû à sa position parfaitement à mi-chemin, ou presque à mi-chemin entre Échallens et puis Palaisieux, mais surtout à mi-chemin entre Lausanne et Moudon. Ce qui fait qu'elle entre parfaitement dans l'air cadencé, et puis vous pouvez avoir un hub de bus, voire à beaucoup plus long terme, on rêve à très long terme remettre un chemin de fer entre Moudon et Lausanne via Mézières. Et bien sûr, relier ces hubs. Donc ça, c'est une stratégie. Vous mettez votre territoire au centre, vous mettez au centre et vous dites qu'est-ce que ce territoire a besoin. Et puis vous agissez en conséquence, planifiez en conséquence. C'est comme ça qu'il faut se mettre. Ici, vraiment, l'optique, c'est Lausanne, c'est la périphérie et Lausanne-Lavauron, c'est le centre. C'est comme ça qu'il y a besoin de planifier et de se projeter pour voir où sont les besoins. Alors, bien sûr, les limites sont toujours arbitraires, mais il s'agit aussi à un moment de dire où est la limite et où est-ce qu'on planifie. Et vraiment, la demande importante, et j'aimerais terminer là-dessus sur ce sujet-là, du groupement de transport régional horaire, c'est les liaisons transversales, que tout ne passe pas forcément par Lausanne. Parce que là, pour que je puisse aller du sud du district au nord du district, il faut que je passe par Lausanne. Et ce n'est pas forcément intéressant pour les voyageurs. Ils vont plutôt prendre leur voiture. Et au niveau ferroviaire, donc ça, c'est schéma bus. Hein, là, on est dans le schéma bus. Au niveau ferroviaire, c'est utiliser la ligne entre Puydou et Vevey pour relier directement Berne, Fribourg avec la Riviera. Ça permet de relier le district et ça permet aussi de relier deux pôles intéressants, Berne, Fribourg, et puis les stations touristiques dans le Chablais, et puis de faire aussi Lavaux, destination touristique. Je veux dire, moi, j'habite à Chèvres, je suis de Lavaux, et nous sommes en soi une destination touristique, et si nous voulons que le tourisme continue à se faire de manière durable, de manière soutenable, sans avoir de plus en plus de cars, de touristes et puis de voitures dans Lavaux, il faut trouver un moyen d'attirer les gens en train et pas juste en voiture. Voilà. Donc là, je termine pour Lavaux-Rond et je regarde l'heure pour que je respecte les temps. Et on va prendre une autre dimension. On va quitter le district de Lavaux-Rond, on va même prendre plus de hauteur, on va aller au niveau suisse. C'est un peu la surprise ce soir. Parce que je suis président d'Acitravaux, mais Acitravaux, c'est aussi énormément investi pour la création d'une association du nom de Suisse Révolution, qui a été fondée au mois dernier, enfin même le mois dernier, c'était au début décembre à Berne. Puis nous avons Filippo Lombardi, l'ancien conseiller aux États tessinois, qui est notre président. Donc, avec nos collègues tessinois et zurichois, la Acitravaux a vraiment mettre sur pied cette association. Qu'est-ce qu'on propose avec Suisse Révolution? Parce qu'il y a un problème. L'association répond à un problème concret. L'objectif du Conseil fédéral, c'est quoi en matière de transport public? Doubler la part du rail d'ici 2050. Alors moi, je dis vraiment bravo. Moi, je suis vraiment content, c'est génial que le Conseil fédéral veuille cet objectif-là de doubler la part du rail, même si lors d'un colloque en 2020, des spécialistes à l'Office fédéral des transports ont dit qu'il faudrait plutôt tripler la part que doubler. Mais disons que doubler, c'est déjà un objectif, on peut dire ça, ambitieux. On peut dire merci au Conseil fédéral de fixer cet objectif. Mais voilà, ça s'arrête là. Il y a l'objectif, il y a l'intention. Puis, Suisse Révolution, on va plus dans les détails au niveau des objectifs. Bien sûr, comme je disais tout au début de ma présentation, offrir proximité, fréquence, confort, mais aussi de la vitesse. Parce que le Conseil fédéral, ou du moins l'Office fédéral des transports et le Conseil fédéral ne veulent pas plus de vitesse et ne veulent pas de mobilité induite. Alors, c'est un objectif louable, mais ça peut être très problématique, on va le voir.
Les objectifs de SRV, donc SRV, Swiss Révolution pour les intimes, c'est offrir proximité, fréquence, confort et vitesse pour l'économie suisse, pour l'environnement, pour la cohésion sociale et la cohésion territoriale de la Suisse. Le chemin de fer joue aussi un rôle dans la cohésion nationale et la cohésion territoriale du pays. Séparer les flux voyageurs et marchandises. Juste en séparant, en offrant un rail aux marchandises et puis un rail aux voyageurs, vous augmentez la capacité parce que ce n'est pas les mêmes vitesses d'exploitation. Vous ne roulez pas à la même vitesse avec des marchandises qu'avec des voyageurs. J'y reviendrai. Ça permet de libérer nos routes du trafic et de transférer les marchandises vers le rail. Et être une alternative crédible à la voiture et à l'avion. Vous devez gagner de la vitesse aussi pour pouvoir être concurrentiel face à ces modes qui sont plus énergivores et qui donc posent plus de questions pour pouvoir réussir la transition énergétique. Si on ne fait pas ça, doubler la part du rail d'ici 2050, comme le veut le Conseil fédéral, ce ne sera pas possible. On dit ce ne sera pas possible, ce n'est pas réaliste. Cet objectif, si on ne met pas les moyens, il faut mettre les moyens. Et pour ça, il faut un concept global. Concept global, actuellement en Suisse, il n'y en a pas. Il y a eu un concept global du temps de Rail 2000, mais depuis, il n'y en a plus. Depuis 15 ans, minimum, même presque 20 ans, c'est une accumulation de petits projets régionaux qu'on essaye de coordonner, mais il n'y a pas de concept global. Donc, nous, on demande un concept global. Le concept global, il doit être européen d'abord. Pas parce qu'on veut absolument l'Europe et tout. Non, c'est simplement une logique de réseau. C'est comme le corps humain. Si vous posez d'abord l'artère et ensuite les organes sont disposés autour de l'artère. Si vous commencez à poser les organes, puis tout d'un coup vous vous rendez compte, ah oui, mais il me faut une artère, vous commencez à avoir un problème. Donc, il faut d'abord poser où sont les grands axes européens qui traversent la Suisse. Et ensuite, vous pouvez commencer à définir quels sont les réseaux nécessaires en Suisse. Et logiquement, ça découle tout naturellement où au niveau régional, les métros, les petits trains de montagne, le bus du village va se greffer sur ce réseau. Et le résultat, c'est ça. Vous avez un axe est-ouest, un axe nord-sud, qui sont les axes européens qui traversent la Suisse. Et ensuite, avec des lignes plus fines, vous avez le réseau national qui se greffe là-dessus, qui est complémentaire. Puis pas sur la carte, vous avez la multitude de réseaux régionaux qui vont se greffer là-dessus. Et ça, c'est un concept. Un concept. Au moins, c'est un concept. Mais au niveau fédéral, actuellement, il n'y a rien. Et l'Office fédéral des transports, malgré les multiples injonctions, se refuse à le faire. Il reste que dans une planification régionale. Ça pose des défis. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vouloir faire du transfert modal, doubler la part du rail d'ici 2050, mais à éviter à tout prix qu'il y ait une mobilité induite, c'est-à-dire une mobilité enfin non désirée, ne vouloir pas qu'il y ait de vitesse supplémentaire. Plus de vitesse, ça ne va pas, dit le Conseil fédéral. Il a peur. Et peur de la pendularité longue distance. Alors effectivement, c'est un risque. On ne pourra peut-être pas l'éviter. Je pense qu'on ne pourra sûrement pas éviter le pendulaire qui fait Genève-Saint-Gall. Et puis, parce que le trajet est extrêmement rapide, le train est super rapide, en 1 heure et demie, il est à Saint-Gall. Enfin, je ne sais pas si on arrivera à cette vitesse-là, mais imaginons vraiment qu'on y arrive. Et puis, il habite à Genève, il travaille à Saint-Gall. Mais en fait, cette personne, au niveau CO2, elle émettra rien, quasiment rien. Elle émettra moins de CO2 qu'une personne qui prend sa voiture aujourd'hui pour faire 10 ou 20 km tous les jours pour aller travailler. Donc, la pendularité longue distance, c'est mauvais, mais ça dépend où et comment. Rappel sur ce que je viens de dire, le rail n'émet rien. Donc, mieux vaut faire une pendularité de 300 km
avec pas d'émissions que 20 km avec des émissions. Une grande partie de l'infrastructure devra être souterraine. On est en Suisse, il faut protéger les paysages. Cette infrastructure, elle émet du CO2 pour sa construction. Une fois que vous avez construit votre infrastructure, vous n'avez plus de CO2. Ça, ce graphique-là, c'est une étude très poussée qui a été menée pour la construction de la ligne à grande vitesse TGV Rhin-Rhône, donc 140 km de ligne entre Dijon et Belfort, nord de la Suisse. Et ils sont allés très loin dans cette étude. Ils sont jusqu'à aller calculer les émissions de CO2 des ordinateurs qui ont servi à dessiner les plans de la construction de la ligne de TGV. C'est que vous dire à quel point ils sont allés loin. Et donc, vous avez au début du graphique ce bond, c'est les émissions de CO2 de la construction. Puis après, légère croissance, c'est le CO2 de la production électrique. Alors, si vous avez une production électrique entièrement propre, eh bien, cette ligne bleue, elle serait plate. Donc, il s'agit de dire, quand on fait nos infrastructures, dans quelles infrastructures on va investir. Où est-ce qu'on va construire? Ces infrastructures émettent du CO2 et il s'agit de choisir les infrastructures qui, elles, vont nous permettre de ne pas émettre de CO2 quand on les utilise. Et le plus gros report modal est à faire dans les agglomérations. Et là, pour une fois, on est d'accord avec l'Office fédéral des transports. On est très critique envers cet Office fédéral, mais là, on est d'accord, effectivement, le défi est dans les agglomérations. C'est là qu'il y a le plus de trafic. Par contre, on n'est pas du tout d'accord avec la méthode. Voici le plan de l'Office fédéral des transports et de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire pour le développement des transports. Ici, l'exemple, la région bernoise. Ils ont découpé les régions toujours pour avoir un maximum de trafic à l'intérieur de la région. Et ils disent, vous voyez, sur ce territoire, ici, par exemple, Berne, 85% des déplacements se font à l'intérieur de cette région-là et presque rien avec le reste. Donc, on va surtout se concentrer pour faire du transfert modal à l'intérieur de cette région et on ne va surtout pas provoquer de pendularité longue distance. Alors, c'est un objectif très louable, ce serait génial si on arrivait, moi j'applaudirais si on y arrive, sauf que vouloir faire du transfert modal sans prendre un seul risque qui est de la mobilité induite, c'est une course d'escargot, on n'y arrive pas. Et on voit que tous les milliards qui ont été investis depuis 15 ans n'ont pas conduit à une augmentation de la part modale, au contraire, elle a ralenti, voire maintenant, elle s'est inversée. Donc là, on dit que ce n'est pas la bonne stratégie. Et l'excellent contre-exemple, c'est la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de juste diviser par 2 le temps de trajet. On est en train de faire de la vitesse. Donc, vous mettrez plus que 15 minutes pour aller de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Vous aurez toutes les 15 minutes un train, donc vous aurez de la fréquence. Qu'est-ce qui va se passer avec le trafic interne à ces 2 agglomérations? Donc, le trafic de transport public à l'intérieur de Neuchâtel, les bus, le tram du littoral, et puis les bus de la région de La Chaux-de-Fonds. Le jour où cette ligne sera inaugurée, vous allez avoir un boom des transports publics dans les 2 villes, parce qu'elles sont boostées par la ligne directe. Et vous aurez moins de gens qui utiliseront l'autoroute entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Donc, en fusionnant les 2 agglomérations, vous créez un bassin de transport public plus grand, vous créez plus de réseaux et vous faites du transfert modal. Et là, on peut être sûr qu'il va y avoir un transfert modal le jour où cette infrastructure, on espère d'ici une dizaine d'années au moins, sera inaugurée. Et il s'agit de faire la même chose au niveau suisse. Si vous voulez booster les réseaux de transport public à l'intérieur des régions, comme aimerait le faire le Conseil fédéral, vous avez, et l'Office fédéral des transports, vous avez besoin de mieux relier toutes ces agglomérations pour faire un effet de masse et atteindre des parts modales de transport public de plus de 80% comme elles existent à Tokyo ou à Hong Kong. Et sur ce, j'arrive à la conclusion, aux 2 conclusions de la journée. Donc, je le rappelle, conclusion aujourd'hui, le rail, c'est la solution éprouvée. C'est une technologie qui est maintenant bientôt 200 ans.
on connaît les implications, on connaît les risques qui sont liés à cette technologie. C'est une technologie qu'on gère très bien et qui répond aux défis actuels. Et elle permet d'assurer la prospérité économique tout en garantissant la protection du climat et notre qualité de vie. Et sur un plan global, il faut un concept global. Ça, c'est l'autre conclusion de la journée. À chaque échelon gouvernemental, échelon européen, échelon suisse, échelon cantonal, et on salue la volonté du canton de Vaud et de Noël-Gorité d'aller de l'avant avec la vision 2050, et on se réjouit de voir comment sera cette vision 2050, même si je sais déjà que la CITRAVO aura pas mal de remarques à faire sur cette vision. On est tout de même très content que le canton planche dessus. Voilà, et mot de la fin, adhérer. Nous sommes des associations, la CITRAVO et Suisse Révolution. Si vous partagez cet élan pour les transports publics et puis pour le tournant énergétique, soutenez-nous en devenant membre ou en participant dans nos groupes à la CITRAVO et à Suisse Révolution. Vous allez sur swissrevolution.ch, vous trouverez des informations supplémentaires. Et je vous remercie et je me réjouis d'écouter vos questions et de répondre. Merci beaucoup Tobias pour cette présentation qui était vraiment extrêmement intéressante. Je vous propose qu'on procède aux questions par levée de main. Dans l'ordre, moi j'ai peut-être une question pour introduire un petit peu le débat, et puis ensuite j'ai vu qu'il y avait eu 2 questions sur le chat pendant ta présentation. Elles étaient plutôt techniques, on verra si on peut les prendre, et puis ensuite on essaiera d'aller dans l'ordre des mains levées. Moi, ma question, en fait, c'est tu parlais de 2 vitesses de transport. Tu parlais de la vitesse du fret et de la vitesse du transport de passagers. Et puis, dans le fond, en fait, le transport de passagers, de mon avis, il est aussi divisé en deux types de vitesses. On a les RER, puis les Intercities. Et puis, on le voit dans l'agglo lausannoise, où, dans le fond, on a 2 voies. Ces 2 voies sont totalement insuffisantes parce que, dans le fond, le RER est tellement lent que les Intercities ne peuvent plus passer pour répondre à la demande. Et puis, un RER qui s'arrête dans toutes les gares, du coup, on n'en met qu'un par heure parce que sinon, on a un réseau qui sature. Donc, dans le fond, en fait, quelle est ta vision là-dessus? Et puis, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un réseau, alors ce serait peut-être une seule voie, mais des réseaux uniquement dévoués au RER? Alors, c'est exactement ce qu'a fait Zurich. Vous avez le réseau historique à Zurich est pratiquement que utilisé par les RER. Et petit à petit, ils ont construit un réseau seulement pour les trains grandes lignes. Et effectivement, la raison pour laquelle j'ai mis cette carte, c'est aussi que lorsque ici, vous construisez une ligne nouvelle entre Lausanne et Berne et Lausanne et Genève, eh ben, les lignes historiques Genève, Nyon, Morges, Lausanne, Palaisieux, Fribourg sont libres pour les RER. Vous pouvez rajouter, vraiment développer le réseau régional parce que vous n'avez plus l'Intercity Genève-Saint-Gall qui vous bouffe tout l'espace pour qu'il puisse passer l'Intercity. Et tu as parlé de la séparation voyageurs et fret. Alors oui, ils ont des vitesses différentes. Et là aussi, justement, il faut voir, on a un plan global, ici avec un axe nord-sud, Bâle-Chiasso, et un axe est-ouest, de la frontière française à Genève à la frontière autrichienne à Saint-Gall. C'est sur ces axes-là qu'il faudrait prioritairement séparer les flux et séparer les marchandises des trains grandes lignes, des trains régionaux. Donc, c'est là qu'il faut avoir une stratégie de développement. Comme ça, on sait où sont les priorités. Mais ça, on le sait seulement si on a fait un plan. Sinon, on ne le sait pas. Excellent. Je te remercie. C'était juste avant ta conclusion intermédiaire. On avait eu ces deux commentaires de la part d'Olivier Bourgeois et Claude Alain Guébard qui demandaient quelques explications sur les avions, la notion d'avion et puis la notion des coûts de construction des trains dans les éléments que tu évoquais. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. J'imagine que c'était dans ce tableau-là.
Ouais, pour ma question, c'était juste après, effectivement, c'était les barres graphes où il y avait les. T'es remonté un peu trop loin là, je crois. On était juste avant la conclusion intermédiaire. Alors, attends, je descends. Tu me dis stop. Voilà. Juste avant, voilà. Non, celui d'avant. Là. Voilà. Et ta question, c'était… Celui-là et celui d'avant, il y avait des proportions justement du transport public, etc. Mais, et dans les consommations d'énergie, je crois que c'est celui d'avant d'ailleurs, celui des consommations Voilà. d'énergie. Voilà. Là, on parle de consommation d'énergie des moyens de transport, mais l'avion n'est pas compté. L'avion n'est pas compris dedans. Parce que effectivement, quand tu regardes aussi la statistique CO2 de l'Office fédéral des transports, vous l'avez peut-être vu, si vous avez tiqué, vous avez vu que sur les émissions de CO2 des transports en Suisse, l'avion n'émet rien. Il émet quasiment autant que les bus, en fait. Et ça vient du fait que dans la statistique, il compte que l'aviation interne. Donc Genève-Zurich, Zurich-Lugano, Lugano-Genève, et puis l'aviation des Éplatures et de Saint-Moritz peut-être. Voilà. Donc c'est ça en fait. Effectivement, donc l'avion n'est pas dans les statistiques. Merci. Et puis la question de Claude Alain intervenait sûrement sur la slide d'après. Au niveau est-ce que les coûts de construction c'était celle d'après encore. Est-ce que les coûts de construction et de déconstruction des trains sont compris dans ces calculs que tu as sur ce graphe? Alors, ce graphe, ce ne sont pas les coûts de construction, c'est les prix des billets. D'accord. C'est les prix. Alors, oui, excuse-moi, c'est en allemand, j'aurais peut-être dû un peu plus traduire. Donc, ce graphisme-là, c'est le prix des billets de train comparé au prix de l'achat et de l'utilisation et de l'entretien d'une voiture. Donc, l'achat de la voiture, l'assurance, l'entretien de la voiture, l'essence, depuis 20 ans, a légèrement baissé, alors que le prix des abonnements de train et le prix des billets de train, lui, a augmenté de 35%. Excellent. Je te remercie. On avait Jean-Claude Favre qui a levé la main en premier. Oui, je vous remercie. J'avais juste une question par rapport à cette volonté de doubler le rail. Alors, on voit que les chiffres, justement, peuvent être interprétés de manière différente. C'est comme le 15% et le 28% qu'on voyait tout à l'heure. Quand on parle de doubler le rail, on parle de doubler le nombre de kilomètres faits par des trains en Suisse ou de kilomètres faits par des passagers en Suisse? Alors, je pense que l'intention du Conseil fédéral, c'était les passagers. Donc, le nombre de kilomètres, de passagers kilomètres. C'est ça qui est important quelque part. Oui, c'est ça qui est important. Mais en même temps, il ne précise pas si c'est doubler la part ou si c'est juste doubler la quantité. Je pense que c'est doubler la part. Ce serait logiquement, ça devrait être ça. Puis j'avais une autre question concernant votre schéma là, sur le de Distri Lavaux-Oron. Quand vous mettez les développements de lignes et de nouveaux hubs sur Mézières ou sur Puy-Doux, est-ce que ces lignes en orange, là, vous avez pu estimer ce que ça permettrait de transférer de la route au rail? Est-ce qu'on a une idée du nombre de transports de véhicules auto ou autres que ça permettrait de réduire? Aucune idée. Alors là, je dois avouer, je n'ai absolument aucune idée. On n'est pas allé regarder le comptage des voitures. En même temps, il y a bien sûr deux manières de provoquer l'utilisation d'un transport. C'est de regarder quels sont les gens qui déjà effectivement utilisent la ligne. Et effectivement, quand vous êtes sur des routes très fréquentées, et puis là, je pense qu'on peut dire qu'on est sur des routes fréquentées entre Palaisieux et puis le nord du district. Mais donc, il y a cette méthode-là, effectivement. Mais il y a aussi l'autre méthode, c'est de dire on va créer le flux. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore des gens qui l'utilisent, mais on veut que les gens l'utilisent et donc on va créer une nouvelle mobilité. Et puis ça, des fois, ça fait peur. Mais pourtant,
il s'agit aussi de créer une offre qui soit attractive pour que les gens l'utilisent. Parce que si les gens utilisent cette offre, c'est qu'ils sont absents ailleurs aussi. Donc, ça peut aussi être intéressant. Oui, tout à fait, je vous remercie. Merci. Pierre-Antoine, tu avais une question aussi. Oui, bonsoir à tous. Oui, moi, j'ai plus de 60 ans, donc le réseau autoroutier en Suisse, il a été créé au moment où j'ai été planifié, créé et construit pendant mes 10 premières années de vie. Et puis depuis 50 ans, on a construit encore quelques petits bouts en plus, mais pas grand-chose. Donc finalement, on n'a jamais remis en question on a remis en question le rail, on a bien redéveloppé après le coup de blues dont Tobias nous a parlé dans les années 70, où le rail était vraiment très mal en point. Mais on a redéveloppé le rail, et puis au niveau de la route, on a juste constaté que le trafic augmentait, et puis on rajoute de temps en temps une voie tout en faisant des discours politiques pendant très très longtemps. Et en regardant tous ces plans, et en habitant le district de Lavauron, où nous avons tout de même 2 sorties d'autoroute, plus un bout d'autoroute qui aboutit nulle part, si ce n'est desservir une épicerie de quartier parce qu'on ne l'a pas prolongé jusqu'au bout. Mais ça a aussi été décidé au début des années 80. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour atteindre cet objectif de doubler la part du rail, de offrir une véritable alternative aux gens qui empruntent leur voiture pour le début de leur trajet et parce qu'ils sont loin d'une desserte en transport public valorisante, et qu'ils puissent abandonner leur voiture idéalement sur un parking d'autoroute qui serait à la croisée d'une ligne de chemin de fer ou d'une ligne de transport public efficiente. Là, on aurait des volumes, et je pense que ce n'est qu'avec des volumes, c'est-à-dire de la fréquence, plus que de la vitesse. Je crois qu'on est quand même un petit pays, la vitesse n'est pas essentielle, mais la fréquence est essentielle, parce que ma voiture, je monte dedans quand je suis prêt et j'arrive à destination dès que je l'ai quitté. Alors qu'un transport public, il y a déjà le temps d'attente ou le temps de marge par rapport à mon déplacement qui pénalisera toujours. Donc, c'est plus sur la fréquence qu'on arrive à diminuer le temps global de transport et l'attractivité. Mais j'en reviens à ma première question, c'est quid de l'idée d'ajouter quelques gares et d'ajouter quelques sorties d'autoroute et parking pour faire du transfert modal à grande échelle. J'ajoute encore, j'ai posé la question à Lutry, puisque nous avons une fin d'autoroute, même pas une sortie d'autoroute, une fin d'autoroute qui aboutit sur des routes de campagne. Pourquoi n'a-t-on jamais construit un parking d'échange à la gare de la Conversion, qui est à 200 mètres de la fin de cette autoroute? Réponse, non, le but, ce n'est pas de mettre des parkings d'échange trop près de Lausanne, il faut les mettre plus en arrière. Mais à Chèvre, on n'a rien fait non plus, on a construit une zone industrielle, enfin, on ne fait rien et on attend d'être saturé. Alors, je suis partiellement d'accord ou presque complètement d'accord avec ce que tu dis à la fin, c'est qu'on ne fait pas rien, mais on ne fait pas grand-chose, effectivement, et puis on attend d'être saturé. Et c'est bien pour ça qu'il faut pousser à de nouvelles formes de mobilité et aussi créer de nouveaux axes, quitte à provoquer de la mobilité pour pouvoir amener les gens à utiliser le service. Voilà, donc ça, c'est... Puis après, au niveau des détails du projet que tu proposes, alors là, il faudrait faire des augmentations de capacité, il faudrait rajouter des rails si on veut rajouter des gares, parce que forcément, si un train s'arrête, il occupe la voie plus longtemps, donc on peut mettre moins de trains ailleurs. C'est tout des conflits. Le réseau est déjà saturé. Alors surtout la ligne du Simplon, c'est-à-dire Lausanne, Vevey, en direction de Saint-Maurice, c'est complètement saturé. On n'arrive presque pas à rajouter de trains. C'est
pas possible. C'est comme entre Lausanne et Genève. On est à saturation totale. En soi, il y a déjà dans les études de rajouter 2 voies de chemin de fer, mais en tunnel en direction de Montreux-Villeneuve. On en est là. Donc, Lausanne, Vevey, Villeneuve, c'est extrêmement difficile d'ajouter quoi que ce soit. Et donc, après, ajouter des parkings, oui, disons que les parkings, il faudrait qu'ils soient le plus proche possible des gens. C'est-à-dire que vers tous les petites gares, les arrêts de bus, il y ait des places de parc, idéalement. Ça, ce serait l'idéal. Les grands parkings relais, ça marche moins bien. Donc, style le grand parking relais à Veynes, près du terminus du M2, c'est pas ça qui va faire du transfert modal, en fait. C'est plus d'avoir des petits parkings près de là où les gens habitent. Merci. Je vois qu'on a David Pittet qui avait une question. Oui, bonsoir. Voilà. Pardon. Alors, écoutez, je vis à la conversion, puis j'aurais deux questions assez pratiques à poser. Et puis après une remarque sur les parkings de proximité. Tout d'abord, le RER au quart d'heure, c'est pour quand? Parce que j'ai vu qu'il y avait, c'était un projet, mais je n'ai pas réussi à trouver de date concrète. Ensuite, moi, je vais régulièrement à Genève depuis la conversion. Et c'est vrai que la connectivité à Lausanne est extrêmement mauvaise. On doit souvent attendre près de 20 minutes dans un sens ou dans l'autre. Alors, est-ce que c'est dû au fait que justement Lausanne n'est pas un de ces nœuds modales au sens Rail 2000? Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'il y aurait quand même des choses à améliorer parce que sur un parcours de 55 minutes, on en perd 10, 12, 13 à Lausanne à attendre pour rien. Puis 10 minutes, c'est juste assez pour les perdre, puis juste pas assez pour faire quelque chose d'intelligent, quoi. Donc ça, c'était ma deuxième question. Puis par rapport au parking de proximité, moi, j'ai quand même remarqué que dans la région, il y en a quelques-uns, notamment ici à la Conversion et à Lutry, et qu'il me semble notoirement sous-utilisés, et que par ailleurs, aujourd'hui, on peut les utiliser de manière très pratique avec une application CFF qui permet de payer les billets de parking en ligne, quoi. Voilà, c'est une petite remarque liminaire. Alors, oui, je ne connais pas alors les détails des fréquences, des occupations des différents parkings, mais ça, je dois avouer que j'arrive à la limite de mes connaissances. Donc là, je ne peux pas trop m'exprimer dessus. Bon, même si c'est bien d'avoir des petits parkings, et puis le fait qu'il y ait de la place, ben, ça permet justement d'être à peu près sûr d'avoir une place, et puis de temps en temps l'utiliser. Mais en même temps, même si c'est ça la meilleure méthode des parkings, ce n'est pas avec des parkings qu'on fait du transfert modal. Pour faire du transfert modal, il faut des arrêts à proximité là où les gens habitent. Des arrêts de bus avec une bonne fréquence, au minimum un service par heure de 6h à 22-23h. Voilà, ça c'est le minimum si on veut pouvoir faire du transfert modal. Sinon, ça reste un service anecdotique, tout simplement. Et puis, oui, alors pour répondre sur Lausanne, alors effectivement, si vous n'avez pas d'autre correspondance à Lausanne, c'est justement parce que Lausanne n'est pas dans l'horaire, un point nodal au niveau suisse. Et ça se ressent sur tout le réseau autour de Lausanne et à Lausanne. Et je me rends compte que je n'avais pas répondu à la question précédente, la précédente intervention. On ne fait pas de la vitesse en Suisse parce qu'on est un petit pays, mais ce n'est pas la taille du pays qui est déterminante. Ce qui est déterminant, c'est d'être concurrentiel. Être concurrentiel face à l'avion et face à la voiture. Et d'être conscient que la Suisse, en tant que centre de l'Europe, plaque tournante de l'Europe, est, ce n'est pas dans mes présentations, mais petit à petit en train d'être contournée par le TGV Lyon-Turin, par le Mont-Cenis, et puis à l'est, par l'Autriche, par le Brenner. Et sur les cartes européennes, j'ai pu parler avec le diplomate suisse qui était à Bruxelles, qui s'était mis à genoux devant des fonctionnaires à Bruxelles pour faire apparaître le Lötschberg et le Gotthard sur les cartes européennes.
de stratégie du rail européen. Donc, il les a obtenus. On voit le Lötschberg et le Gotthard sur les grands axes européens, sur la carte européenne. Mais ça, il a fallu se battre pour avoir ça. Et la Suisse doit aussi se positionner sur l'axe Est-Ouest. La Genève internationale est le cul-de-sac de la Suisse et il n'y a aucun service européen. La Genève internationale est entièrement dépendante de l'aéroport. S'il n'y a pas l'aéroport, il n'y a pas de Genève internationale. Et il n'y a pas de remplacement à ça. Il faut mettre Genève, la Genève internationale, sur la carte européenne du rail. Il n'y a pas de service ferroviaire européen à Genève. Vous n'avez pas d'axe européen qui passerait à Genève, même pas qui serait prévu, sauf peut-être le train de nuit entre Zurich et Barcelone. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va positionner la Genève internationale sur la carte ferroviaire européenne. Vous n'avez pas répondu au RER Vaud au quart d'heure. Le RER Vaud au quart d'heure, alors oui, c'est bien le RER Vaud au quart d'heure, mais ah oui, sur quand ce sera. Alors effectivement, le canton essaye de faire au plus vite qu'on peut, suivant le temps, des procédures, des recours pour pouvoir mettre en place les infrastructures. J'ai plus les dates en tête, mais ça va mettre encore quelques années. Alors, n'espérez pas pour 2023-2024, ce ne sera pas le cas. Mais peut-être un peu après, 1 ou 2 années ou 3 années après 2024. Je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que je n'ai plus les dates en tête. Pour qu'on puisse avoir le RER Vaud au quart d'heure entre Cuilly et puis Cossonay. Si ça peut vous rassurer, le RER à travers l'agglo sur la partie Lausanne, mais plutôt en direction de Morges, le RER passe à l'heure. Donc, si vous l'avez déjà à la demi-heure, c'est déjà une chance. J'ai vu que Claudie Lecomte avait levé la main également. Voilà, merci en tout cas. Merci Tobias pour cette excellente conférence qui nous a, enfin en tout cas moi qui m'a passionnée et qui nous a appris beaucoup de choses. J'ai mentionné dans le chat une question. Tu as évoqué que le fait que la Suisse finalement, alors je ne sais pas si c'est l'Office fédéral des transports ou ce qu'il y a certains membres de la Confédération, se refuse finalement à faire une stratégie globale. Et en fait, je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que politiquement, enfin là, on est une trentaine ce soir, quelques-uns candidats pour le Grand Conseil vaudois. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas cette stratégie globale? Et puis le cas échéant, alors ça c'est la question subsidiaire, qu'est-ce qu'on devra faire ou qu'est-ce que les élus devront faire au niveau du canton de Vaud pour que ça puisse se faire? Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, effectivement, donc je confirme, l'Office fédéral des transports et le Conseil fédéral se refusent à faire un plan global. Ça vire vraiment presque à l'entêtement. Pour toute la procédure, alors vous savez peut-être que jusqu'en 2019, il y a eu le volet de la procédure pour le financement des nouveaux projets ferroviaires en Suisse jusqu'en 2035. Et il y a eu, en fait, c'est donné, j'imagine, par une procédure habituelle, une étude externe indépendante. Donc, ils ont étudié tout le processus parlementaire, les débats parlementaires, la consultation des cantons, les différents projets, les réponses, enfin, toute la procédure fédérale jusqu'à ce qu'on arrive à la loi sur les prochains développements ferroviaires pour 2035. Ils ont émis, ce bureau indépendant a émis 10 recommandations. La recommandation numéro 1, c'est, dixit, je cite, une vision pour le chemin de fer suisse. Avoir une vision, avoir un plan global du tout. La réponse de l'Office fédéral des transports, c'était, nous prenons volontiers en compte 9 des 10 recommandations. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais au final, sauf la première. Donc, ils ont rejeté cette proposition du bureau indépendant de faire un plan global. La raison, l'explication qui est donnée, si vous allez sur le compte LinkedIn, par exemple,
du directeur de l'Office fédéral des transports qui se nomme Peter Fully-Staller, eh ben, vous verrez, il dit, et en soi, c'est pas faux, c'est pas faux. Des études l'ont montré, c'est vrai, quand vous produisez une nouvelle offre plus rapide, eh bien, vous faites de la pendularité longue distance, c'est-à-dire les gens, ils voyagent plus loin. Effectivement, ben bien sûr, vu qu'on peut aller plus vite, on peut arriver plus loin avec un temps de trajet réduit. C'est génial. On provoque du trafic, c'est une mobilité induite. Mais la fausse conclusion, c'est qu'ils disent, mais on ne fait pas de transfert modal, en fait. On ne fait que les gens voyagent plus loin. Mais ça, oui, effectivement. En même temps, si on veut faire du transfert modal, il faut pousser aussi à plus de vitesse. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est la preuve actuellement. Une des raisons pour lesquelles on n'a plus de progression de la part modale des transports publics, c'est parce qu'on investit des milliards dans des nouvelles infrastructures qui sont choisies par l'Office fédéral des transports pour être développées, parce qu'ils disent « Ah oui, mais là, on aura du transfert modal et puis on ne va pas provoquer de nouvelles mobilités induites. » Alors, c'est bien, en soi, c'est une bonne idée, Astrid, mais en fait, on se rend compte que la route continue à croître plus vite. Donc, il faudrait mettre, si on continue cette stratégie, il faudrait mettre des moyens démesurés pour faire une course d'escargot, pour faire du transfert modal sans faire croître la mobilité. J'entends bien, mais pour le coup, à ton avis, pour quelles raisons est-ce qu'ils ont refusé ce point sur les 10? Est-ce que c'est uniquement pour des questions de on va faire déplacer des gens de plus loin? Ça vient de quoi? Je n'arrive pas à comprendre de quoi ça vient, quel est le refus de l'Office fédéral des transports de faire cette stratégie globale. Alors, il y a un autre aspect, c'est vraiment le fédéralisme. C'est-à-dire, effectivement, l'Office fédéral met en fait les différentes régions et les différents cantons en concurrence, et c'est ceux qui ont les meilleurs projets, les projets les mieux avancés, qui reçoivent les fonds fédéraux pour développer leurs infrastructures, même si, en fait, ils sont bien obligés de toujours donner à peu près 20% aux romans parce qu'ils pèsent 20% de la population, enfin, des choses comme ça. Ok. Et alors, ma deuxième question, qu'est-ce que tu nous recommandes? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu recommandes aux futurs élus? Alors, ce que je recommande pour les futurs élus au Grand Conseil, et puis peut-être des élus au Conseil national et au Conseil des États à Berne, qui peut-être nous écouteraient, je ne sais pas, demander un plan global du réseau suisse qui est intégré au niveau européen. Et au niveau cantonal, définissez ou essayez d'estimer où seront les axes suisses. Alors pour le canton de Vaud, ce n'est pas trop difficile. Les grands axes de développement, c'est Lausanne-Genève, c'est Lausanne en direction du Valais, c'est Lausanne en direction de Fribourg et c'est Lausanne en direction de Neuchâtel. Voilà, ça c'est les grands axes. Puis après, on greffe un réseau régional qui se pose sur ce réseau national. Et il s'agit de veiller à ce que le réseau national puisse avoir sa propre infrastructure, que le réseau national puisse rouler vite, qu'il puisse être intégré au réseau européen et que le réseau historique, plutôt que de rajouter un troisième, quatrième rail au réseau historique, on construit tout de suite une nouvelle infrastructure en ligne droite qui va euclidienne pour le réseau national et européen. Et puis, on ne dérange pas avec 10 ans de chantier, comme actuellement entre Lausanne et Genève. Il faut s'imaginer 10 ans de chantier, 10 ans entre Lausanne et Genève avec des horaires spéciaux le soir, juste parce qu'on ajoute ici et là un troisième ou un quatrième rail. On aurait mieux fait dès le début, et la Citravo le demande depuis plus de 15 ans, de faire une ligne nouvelle tout de suite. Ça nous aurait déjà beaucoup simplifié la vie aujourd'hui. Merci. Pascal, tu as levé la main. Ouais. Moi, je réactive l'audio. Merci. Alors bon, je pourrais dire plein de choses et développer longtemps, mais je vais essayer de pas. En politique cantonale, ça aurait été bien un petit peu aussi de parler de tout ce qui est le réseau qui irrigue
réellement la Suisse qui est le réseau routier, même si parfois le réseau routier, enfin, dans les statistiques, il peut quand même avoir des rails en fer. Donc pour mémoire, je crois que c'est 5 fois plus d'arrêts de bus que d'arrêts de train, et 1,5 fois le nombre de kilomètres parcourus par des bus et des trams que par les trains. Et je pense que une des forces du réseau suisse, c'est aussi sa complémentarité. Et du coup, en tant qu'élus cantonaux, c'est bien de développer le train. N'oubliez pas qu'il faut aussi vous investir pour développer les bus dans vos districts et à l'échelle du canton, parce que c'est, comme on disait, c'est quand les gens vont de chez eux, qu'on va directement de là où on va complètement en transport public, que c'est vraiment efficace. Mais je voudrais revenir sur une autre chose. Les enjeux aujourd'hui qu'on essaye de viser, c'est les enjeux liés au climat. Traduction, moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et ce n'est pas par personne, c'est la totalité. Donc, par personne, ça veut dire que c'est encore plus. Et du coup, il faut quand même, si on vit cet objectif-là, moi, je suis pas, je vais être plus peut-être aligné avec la Confédération en disant qu'il faut pas essayer de développer le transport longue distance. Aujourd'hui, c'est pas non plus celui-là qui est le plus important. La vitesse, c'est assez énergivore. Moi, j'ai fait plusieurs exercices sur différentes régions, notamment sur Genève. Si on mettait tout le monde sur le transport public, on n'atteignait pas les objectifs. Et donc là, on était plutôt à dire qu'il faut absolument mettre des gens aussi sur les piétons, sur les modes doux. Et pour arriver à faire ça, il faut aussi réduire la longueur des distances. Le rail est peut-être peu énergivore. Les vélos et les piétons le sont encore moins. Mais voilà, je pourrais vous tenir encore une heure là-dessus. Ah, puis il y a un autre enjeu, peut-être qu'il ne faudra pas oublier dans les politiques de transport, c'est tous les risques qui sont, tous les risques que les exploitants vont devoir affronter par rapport à la numérisation, et notamment par rapport à la libéralisation de la distribution des titres de transport. Aujourd'hui, une partie, donc tout ce qui est transport subventionné est censé être non rentable. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas le droit de faire de bénéfices là-dessus. On en a beaucoup entendu parler avec tous les mini-scandales qui ont pu éclater à gauche et à droite. Et les entreprises font encore un petit peu de bénéfices sur les ventes de titres de transport. De plus en plus, avec on numérise tout ça. Des très gros acteurs ont certainement des moyens beaucoup plus forts pour arriver à intégrer la vente avec d'autres services et à piquer la vente de titres de transport aux entreprises de transport public. Donc, il faudra prendre un moment, regarder ce que ça veut dire, voir s'il y a un cadre réglementaire qu'il faut mettre en place là-dessus. Puis après, ça ouvre tout un tas de réflexions qui sont en cours et qui avancent vraiment pas sur le modèle de tarification suisse qui était bien, mais qui est en train de devenir très compliqué. Voilà, pour faire simple. Et puis, alors, donc moi, je suis pas contre je suis pas contre moins de temps de parcours. Au contraire, je suis pour moins de temps de parcours, mais pas forcément par la vitesse. Alors, on le voit à la remarque qui vient d'être faite que la vitesse peut faire peur, mais à nouveau, ça consomme rien. Vraiment, la consommation énergétique, disons, l'optimum pour le chemin de fer, en fait, pour la technologie du chemin de fer, là où elle consomme le moins au kilomètre, c'est à une vitesse de 160 km. Alors, effectivement, quand on monte à 200, 250, il y a un surplus d'usure du rail, il y a un surplus d'entretien, il y a un surplus de consommation d'électricité. Mais pour autant qu'on ne s'arrête pas, donc il ne faut pas freiner et pas accélérer. Oui, effectivement, bien sûr, l'accélération demande toujours plus, mais ça c'est vrai pour tous les moyens de transport. Et si à Genève, ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs avec des bus, c'est parce que c'est des bus, parce que c'est des pneus. Et les pneus, vous avez plus d'énergie pour faire tourner les pneus. Alors, je vous ai mal compris. Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Après, entre Lausanne et Genève, le rail est déjà, de centre à centre, le rail est déjà plus majoritaire par rapport à la voiture. Donc, les parts modales qu'il faut gagner aujourd'hui entre Lausanne et Genève, c'est sur les villes intermédiaires. Là où on peut faire des grosses économies d'émissions de gaz à effet de serre, c'est dans le trafic entre la périphérie des agglomérations et l'agglomération. Et qu'est-ce que vous faites de la périphérie d'agglomération qui se trouve entre Lausanne et Genève? Toutes les localités qui sont entre Lausanne et Genève, où vous n'avez pas de desserte parce que vous avez des intercités qui passent. Donc, en faisant la ligne nouvelle, vous pouvez faire un réseau RER fantastique
entre Lausanne et Genève parce que vous avez toute la ligne historique pour le train régional. Mais oui, mais alors, certes, il faut augmenter le rail. Bon, après, bon, moi, je pense qu'on peut débattre les deux pendant un moment. Moi, je suis plutôt le fervent de la deuxième solution qui est aussi de faire une ligne qui puisse desservir et pas uniquement une ligne rapide sans arrêt entre Lausanne et Genève, qui n'intéressera du coup que les IC et qui va pas permettre d'augmenter significativement quand même la capacité par rapport à la demande. Alors, je rappelle de manière courte l'enjeu central pour la CITRABO et pour la CITRAB suisse, la Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr, IGÖV, et toutes les associations qui se sont mises ensemble avec l'initiative des Alpes pour faire cette association Suisse Révolution, c'est faire du transfert modal. C'est l'objectif numéro 1. Et nous, on dit, mais c'est grave. Plus le temps passe, plus les transports publics stagnent, malgré des milliards qui sont investis. Et j'ai cité plusieurs problèmes. Et il y a un problème que je n'ai pas cité, c'est justement l'étapisation des projets, où on dit on a un budget, et puis on ne met pas tout le budget pour terminer l'infrastructure. L'exemple le plus terrible, c'est le tunnel entre Zurich et Zug, qui fait partie de Rail 2000. On a fait la moitié du tunnel à mi-chemin de Zug, et puis on est sorti sur le long du lac pour aller en direction de Coire. Ce tunnel, on aurait pu terminer la deuxième moitié pour 400 millions de francs. On a dit, on n'a pas le budget pour, on le fera une autre fois. Maintenant, pour faire exactement ça, redémarrer le chantier avec les nouvelles normes, terminer le tunnel, c'est 2 milliards de francs. Donc, c'est 1,6 milliard de francs en plus, juste pour terminer le job. Donc, il s'agit de faire l'infrastructure bien du premier coup, avec un bon budget, et sur long terme, les finances gagnantes. Et en plus, le transfert modal aussi. C'est vrai qu'il y a on sent ce sentiment on peut le dire, hein, d'impuissance face à une machine qui est très difficile à faire bouger, face à des projets qui ont des horizons. On parle de Rail 2035, on parle de Rail 2040 et on sent, et je pense que la plupart des gens qui assistent à cette conférence sont conscients d'une urgence climatique et de se dire que notre projet ou le projet qui nous tiendrait à cœur parce qu'il concerne notre région, parce qu'il concerne un tronçon qu'on prend souvent, de se dire qu'il n'est pas dans le Rail 35. L'enjeu, il est là, c'est décourageant. Et c'est vrai que si on arrivait à accélérer ces procédures et si on arrivait aussi à avoir une vraie prise de conscience, parce que oui, le rail, alors je rejoins Pascal sur le fait qu'il ne faut pas considérer que le rail, il faut considérer tous les modes à faible émission, qu'ils soient vélo, piéton, aussi les bus, les trams. Voilà, on aimerait bien que ça aille plus vite. Et on voit à Lausanne, ça a accéléré, on arrive avec le T1, on arrive avec le M3. Mais sur le rail, il y a ces perspectives qui sont à des horizons qui sont très difficiles à tenir. On a Alain Serret qui a levé la main. Oui, bonsoir. En fait, j'avais une question avant, mais qui, je pense, a été un petit peu répondue. Mais on parle de 2050. 2050, c'est très loin. Il y a beaucoup de technologies qui arrivent maintenant. Et puis, souvent, ce que l'on entend, c'est beaucoup le rail, le rail, le rail. Et j'ai des fois l'impression qu'en Suisse, quand on pense transport public, on ne pense que rail. Le rail est peut-être très économe au niveau énergétique. C'est peut-être super optimal. Mais si les gens ne veulent pas prendre les transports publics parce qu'ils doivent changer de mode de transport, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a une période de grippe, ils n'ont pas envie d'être dans les transports publics, les gens ne bougeront pas. Est-ce qu'on ne cherche pas quelque chose qui est trop optimal au lieu d'avoir peut-être des transports publics qui sont des fois plus flexibles, avec des horaires de bus qui s'adaptent en fonction de la demande dans la journée? C'est vraiment une question ouverte et large ici, mais j'ai l'impression que des fois, les transports publics, c'est bien, mais c'est bondé aux heures de pointe, c'est vide en dehors, et on est toujours dans ces schémas. Quelque chose qui est en plus déficitaire, on pense en faire encore plus. Est-ce qu'il y a d'autres modes qui sont envisagés?
transport plus flexible, modulaire, autre chose? Alors, un point que j'aimerais vraiment rappeler, je remonte. Attends, je vais voir peut-être si j'affiche les diapos, j'arrive plus rapidement à changer. Oui, j'arrive plus rapidement à changer là. Je vais prendre. Voilà, parler des coûts. Alors, il faut rappeler que le rail, c'est 12% des coûts du transport en Suisse, mais il fournit, on va dire, 20% des kilomètres passagers et 37% des marchandises. Donc d'abord, il faut dire que le rail, c'est moins cher. Au final, c'est moins cher. Donc tous les gens qui n'ont pas besoin d'acheter une voiture, c'est quelque chose qui va dans d'autres secteurs de l'économie, autres secteurs que l'industrie automobile, autres secteurs que l'industrie du transport. Donc ça, c'est un gain pour l'économie suisse d'avoir en fait une partie du système économique qui n'est pas dépendant de l'industrie automobile. Après, il y a eu plusieurs questions. Je n'ai pas eu toute la suite de toutes les questions. Peut-être redites-moi une question et puis j'y réponds. Oui, c'était parce que Une seule. moi ouais, oui, d'autres moyens de transport. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport qui sont aussi envisagés et pas justement planter des voies ferrées partout dans la campagne? Alors, justement, une grande partie, comme je l'ai dit, des infrastructures devront être en souterrain pour des raisons parce qu'on n'a plus beaucoup de place en surface en Suisse. Et donc, il faut bien choisir où est-ce qu'on va mettre le béton pour ces infrastructures-là. Après, atteindre des parts modales, c'est-à-dire avoir une population nationale ou de toute une région qui utilise à 80% les transports publics, ça existe. Vous allez à Hong Kong, vous allez à Tokyo, tous les gens à Tokyo, entre le centre et la périphérie, la part modale du rail, c'est 86%. C'est juste énorme. Mais on n'a pas la même, on n'a pas la même densité. On n'a pas la même densité. Et c'est exactement pour cette raison qu'on a besoin des lignes nouvelles, parce que vous créez la densité de manière artificielle en rapprochant les centres des agglomérations. Donc, si vous avez Genève, Lausanne, Berne, Zurich, qui sont tous à 1 heure ou 1 heure et demie, les centres éloignés les uns des autres, en gros, vous fusionnez en partie ces agglomérations, vous créez plus de taille et donc vous allez booster le système de transport public et qui aura un avantage décisif par rapport aux autres modes qui seront plus lents et plus énergivores. Et vous vous rapprocherez de la rentabilité parce que vous allez remplir vos trains. Il n'y a pas plus rentable qu'un train qui est plein. Un train qui est plein, c'est une mine d'or, c'est rentable. On l'a vu avec les compagnies de chemin de fer qui avaient le monopole. Merci. On a David Pittet qui a levé la main. Alors, vous parlez beaucoup de vision stratégique et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a souvent de la peine à le faire. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une vision encore plus stratégique et puis dépasser le cadre juste de la mobilité et ne pas y inclure l'aménagement du territoire? Parce que c'est aussi ça, une partie du problème. Le développement qu'on a eu depuis les années 60, je dis, quand on voit les villages entre Genève et Lausanne, avec ces développements de zones villas excentrées, etc., c'est vraiment un casse-tête pour les transports publics et c'est quelque chose qui oblige à la voiture individuelle, voire à la double voiture individuelle, pour ne pas dire la triple et la quadruple dès que les enfants ont 18 ans. Quoi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans cette réflexion-là intégrer des aspects d'aménagement du territoire en étant clair que les erreurs du passé seront longues et coûteuses à compenser? Alors, effectivement, et puis ça répondra aussi à la question précédente, on sera encore mieux qu'un plan rail pour 2050, même je pense qu'il faut déjà planifier 2060, 2070, parce qu'on est sur des temps tellement longs de planification que 2060, 2070, il faudrait déjà le commencer maintenant, en fait. On ne le fait pas, malheureusement. Mais pour 2050, en fait, c'est pas combien de rails. En fait, il faudrait poser la question, quelle est la mobilité qu'on veut en 2050? À quoi doit ressembler la mobilité en Suisse en 2050? Où est-ce qu'on se déplacera en voiture? Où est-ce qu'on se déplacera avec d'autres modes de transport? Et quelle est
Et puis ensuite, une fois qu'on a fixé ça, après, il s'agit de trouver les technologies et les moyens pour arriver à cet objectif. Et c'est ça qui manque dans l'objectif du Conseil fédéral. Il y a l'objectif doublé à part du rail, mais il n'y a pas un plan mobilité, à quoi ressemblera la mobilité suisse en 2050, et encore moins un plan pour y arriver. Et ça, il faut le faire. Et puis savoir comment utilisera-t-on nos routes, comment utilisera-t-on la mobilité sur route en 2050, et quels seront les autres modes de transport sur lesquels une partie de ce trafic sera transférée. Excellent, merci. Je vois qu'on a Jean-François qui a levé la main. Oui, merci Jérôme. C'était déjà aussi remercier vraiment Tobias pour cette première conférence du cycle de 4. Et puis j'avais simplement une question à lui poser pour reprendre ce qui était dit avant. Quand on parle de type de mobilité, on est les champions du monde, notamment pour faire alors on a tout ce qui est mobilité par câble, hein, tout ce qui est de téléphérique. Alors on n'est évidemment pas sur des longues distances, etc. Mais on est aussi les champions du monde pour des monorails. On en a construit pas mal à travers d'autres pays. Par contre, il y en a très peu, voire pas en Suisse. Quelle est la vision du président de la CITRAP par rapport à ce type de transport? Alors, le monorail, c'est quelque chose de très futuriste. C'est quelque chose de très impressionnant. Ça peut avoir certains avantages. Je pense que l'un des plus beaux monorails, c'est à Wuppertal en Allemagne. Après, il s'agit effectivement, quand il y a vraiment une véritable contrainte de place, qu'on ne peut même pas construire en souterrain et qu'on est prêt à prendre en compte la vue depuis les fenêtres et puis du bruit à 10 mètres, 20 mètres au-dessus de nos têtes pour voir un monorail passer. Pourquoi pas? Mais disons, entre un monorail et passer en souterrain, vu tous les recours dès qu'on construit quelque chose en surface, il vaut mieux passer en souterrain plutôt qu'un monorail. J'en profite pour dire que, vu que les priorités pour les tunnels, c'est les grands axes, en soi, des sommes gigantesques investies pour des tunnels, pour des petits projets locaux, que ce soit en Chablais ou même à Lausanne, sur l'avenue des Chalands, pour mettre le LEB en souterrain, en soi, c'est disproportionné. On a mis 140 millions pour faire le tunnel du LEB à double voie. On aurait tout aussi bien pu le faire en surface, comme ça aurait été fait à Zurich. Le frère jumeau du LEB à Zurich, c'est la Forstbahn. Alors, en son temps, la CITRABO a clairement soutenu le tunnel, la voie des Chalands pour le LEB, parce qu'en gros, tout ce qui était qu'un investissement nouveau pour les transports publics, on était content, on le prenait comme du pain béni, effectivement. Aujourd'hui, plus on a une vision globale et plus on se rend compte qu'en fait, c'était les avantages qu'on tire de mettre 140 millions pour 1600, 1700 mètres de tunnel au centre de Lausanne, alors que théoriquement, ça aurait été possible en surface, pas besoin de monorail, pour en discuter. Mais bon, aujourd'hui, on est content, on a ce tunnel du LEB, il va nous apporter plus de fréquences, il va permettre plus de capacité, donc on est très content et puis on se réjouit de l'inauguration. On se rappelle de tous les enjeux quand même aussi accidentogènes de ces trams, hein, et c'était quand même aussi un des arguments qui avait été soulevé. Oui, bien sûr, sauf qu'il n'y avait que des chiffres absolus. Si on veut prendre une décision, il faut voir des chiffres relatifs, c'est-à-dire mettre en perspective les accidents de l'avenue des Chalands. Quand tu sais qu'il y a tous les jours des collisions avec des dégâts matériels à Zurich entre un tram et un autre véhicule, tous les jours, il y en a 800 par an. Ça fait en fait 2 par jour. Vous avez 2 accidents par jour entre un tram et un véhicule. Et donc, forcément, sur 800 accidents, il y en aura 1, 2, 3 où il y aura des morts. C'est accident de la circulation. Et effectivement, quand vous avez… Donc, moi, je suis bâlois. Je suis né à Bâle, j'ai grandi à Bâle et j'ai grandi avec les trams à Bâle. Et à Bâle, les trams, c'est une culture. C'est une vraie culture. Une technologie, quelle qu'elle soit, que ce soit la route, le rail, le smartphone, la montre, c'est de la culture. Et le tram est aussi une culture. Et Lausanne a perdu la culture du tram
Et le fait qu'il n'y avait pas cette culture du tram a rendu cet ovni tram résiduel encore à Lausanne sur l'avenue des Chalands problématique pour la population. Et donc, le tunnel du Leb était aussi un choc culturel. Ouais. Merci. Je vois François Donneur qui a une question. Oui, j'ai une question, ou c'est plutôt aussi un commentaire. C'est dans le cadre des changements climatiques, c'est clair qu'il faut avoir une vision à la fois globale jusqu'au local. On prend l'exemple du rail qui est une excellente solution. Je donne des exemples comme quoi si on n'a pas d'intégration au niveau international entre la France et la Suisse, on se trouve devant des aberrations. Au niveau global, on est actuellement, et là on doit sortir la dépendance envers la voiture. On a actuellement, quand je suis né en 66, il y avait 200 millions de voitures dans le monde. Maintenant, il y en a 1,4 milliard de voitures, 2022. Et si la tendance se maintient, il y aura 3 milliards de voitures en 2030. On voit qu'en Suisse aussi, on s'approche gentiment d'avoir presque une voiture par habitant. Si on continue avec cette tendance, du nourrisson jusqu'à la grand-mère, arrière-grand-mère de 120 ans. Donc, je suis un peu volontairement provocateur. Donc, mais effectivement, on doit augmenter l'attractivité des transports publics, que ce soit diminution des tarifs, que ce soit l'augmentation de l'offre. Bon, après la question, si M. Tobias peut répondre, si dans le Chablais, là je reviens maintenant au local, c'est disproportionné les 380 millions qu'on a décidé d'investir pour l'augmentation du transport ferroviaire, mais je dois signaler que ça fait depuis le mois de juillet, à cause justement des changements climatiques, que la ligne de chemin de fer entre Aigle et Diableret est coupée depuis le mois de juillet parce qu'il y a eu un effondrement, on n'arrive toujours pas à la réparer. Donc, on voit déjà l'effet concret des changements climatiques sur nos infrastructures et on devra en tenir compte avec des objectifs et on ne doit pas attendre 2050, on doit avoir des objectifs 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050. Attendre des objectifs à 2050, il sera trop tard. Il faut avoir des objectifs à tous les 5 ans, avec une planification à tous les 5 ans, tant au niveau de l'augmentation de l'infrastructure des transports publics, mais aussi de la prise en compte des risques liés au changement climatique, éboulements, inondations, etc. Voilà. Alors ma question, oui, est-ce que vous pensez que c'était trop d'avoir investi 380 millions pour les Alpes vaudoises dans un contexte de stratégie globale? Voilà. C'est toujours bien d'investir dans les transports publics. L'idée, c'est d'avoir un maximum de bénéfices de ces 380 millions pour pouvoir faire du transfert modal. Et pour ça, vous avez besoin d'un plan global. Et malheureusement, le plan global manque au niveau suisse, il manque aussi au niveau cantonal, et donc, logiquement, il manque aussi au niveau régional du Chablais. Et donc, vous avez les cantons de Valais, les cantons de Vaud qui font leur planification dans leur coin, les communes et les compagnies qui font leur planification dans leur coin, un système avec des parties en tunnel, neufs, en souterrain, peut-être même une gare souterraine, pourrait, dans la vision qu'a proposé la Citravo, c'est-à-dire de penser un axe Champéry-Gstaad et de relier le système des trains métriques du Chablais aux autres trains métriques suisses, le MOB et le MOB qui lui-même sera relié par l'écartement variable en direction des Grisons. Là, on a une vision, là, on a un plan global et là, on peut dire peut-être qu'il sera que réalisé dans 50 ans, mais au moins on a un plan. Et quand on a les moyens financiers, on fait les tronçons nécessaires pour arriver à ce Champéry, Aigle, Lézin, Diableret, Gstaad, par exemple. Et je ne dis pas qu'il faut absolument faire le plan que je viens de vous présenter du Champéry, Gstaad. Je vous dis, là, avec ça, au moins là, il y a un plan. Il y a une vision qu'on peut implémenter à long terme avec un axe. Et sur cet axe, on a un développement. On peut miser le développement sur l'axe. Et le problème, c'est de faire une fois une grande infrastructure souterraine pour avoir un horaire et on ne sait pas quel sera l'horaire suivant dans 20 ans,
eh ben, on se retrouve à toujours de nous voir piquer, casser dans ce qui est neuf et qui vient d'être construit. Et donc, on a gaspillé de l'argent. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines en Suisse. Je peux vous citer Outsnard, au nord du canton de Schwyz. Je vous ai donné l'exemple du tunnel au sud de Zurich, entre Zurich et Zug, mais il y en a d'autres. Et des pires. Merci. Alors, merci pour le feedback sur les 380 millions. Merci, c'est bien clair. Merci. J'ai vu la main de Pascal se lever, mais se rebaisser, se relever. Pascal, la parole est à toi. Et puis, je vous propose que ce soit la dernière question, à moins que quelqu'un ait une autre question après, et que tout le monde mettra gentiment un terme à cette magnifique conférence. Quand on dit qu'il y a l'absence de plan, au niveau certaines échelles, c'est effectivement exact, mais qu'est-ce que vous dites finalement quand même des projets d'agglomération, même s'ils ne visent pas 2050, 2060 et qui ne visent peut-être pas toujours des très grosses infrastructures? Alors, les projets d'agglomération sont très très bien, ils sont excellents. Je pense que c'est très très bien d'avoir des projets d'agglomération. Peut-être ils devaient booster le développement des agglomérations. Peut-être maintenant, on souhaite encore plus. Et puis malheureusement, ça avance pas parce que s'il n'y a pas la subvention de 35% ou 30% de Berne, on ne fait pas. Et on ne met pas l'argent complètement de notre poche pour l'infrastructure. Voilà, enfin, c'est des choix. Mais on pourrait peaufiner les plans d'agglomération en ayant des plans qui vont sur 20, 30 ans, la perspective, et c'est ce qu'il faudrait faire. Pas tous le font. Zurich le fait. Zurich, ils savent comment sera Zurich en 2050. Ils le savent maintenant déjà. Tout est prêt, le plan directeur cantonal, les perspectives, les terrains réservés, les possibilités. Ils savent peut-être pas si certaines infrastructures vont se faire ou pas, mais elles sont dans le plan, au cas où. Et les Zurichois, vraiment, s'il y a des aménagistes parmi nous, vous regardez le plan directeur cantonal de Zurich avec toutes les infrastructures qui vont des lignes électriques au puits d'eau potable, avec les rails, la route, tout. C'est une merveille de planification à long terme. Et les Zurichois sont les seuls à avoir encore une progression, une véritable progression de la part des transports publics dans le mix de transport. C'est à Zurich où il y a encore une progression. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils ont un plan. Je crois que dans le cadre de ces élections, c'est une conclusion qui est assez intéressante parce qu'elle va un peu dans le sens de cette question qui était posée tout à l'heure dans le fond, quelle politique est-ce que les candidats qui sont là ce soir, mais aussi dans le fond les électeurs qui sont là ce soir, peuvent influer sur cette politique des transports. Et je crois que cette vision à long terme cantonale, qu'elle passe par le plan directeur ou par des investissements ou par les projets d'agglomération, ben voilà, on se rend compte que c'est aujourd'hui, en 2022, mais aussi en 2023, 2024, qu'il va falloir réfléchir à des horizons 2030, 2040, 2050. Même si ça nous fait mal et on se dit que c'est trop loin, commençons déjà à réfléchir à ces horizons et je pense que c'est une des politiques qui peut être aussi conforme à nos valeurs, en tout cas pour ceux qui sont membres du Parti vert libéral. Voilà, laissez-moi remercier infiniment Tobias Imabashte pour sa présentation, pour son enthousiasme, pour ses connaissances aussi. On a remarqué qu'il y avait de nombreux chiffres, mais on a senti aussi toute une expérience et un vécu dans ce que tu nous as dit. Et je crois que c'est ce qui est le plus appréciable ce soir, c'est de sentir ton expertise et le fait que tu as eu l'occasion de rencontrer plein de monde dans le cadre de tes actions, qu'elles soient associatives ou professionnelles. Alors voilà, au nom du Parti vert libéral, merci beaucoup pour ta présence. Un petit mot encore. Bien évidemment. Un petit appel. Il y a Olivier Bourgeois qui avait posé une question avant, et puis Patrice Imbert, qui la semaine prochaine fera une présentation sur la voiture électrique. Je l'ai déjà vue, leur présentation, elle est très intéressante. Et donc, je vous invite à aller écouter leur présentation qui est très intéressante sur la voiture électrique la semaine prochaine. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'avais encore à remercier la section du district Lavouron qui a mis sur pied cette conférence. Et puis, je vais vous les citer les trois parce que c'est un cycle de 4 conférences. Donc, mercredi 9 février prochain à 20h, vous avez une conférence
sur la voiture électrique qui s'intitule « Impact écologique et économique de la voiture électrique ». Le lendemain, le jeudi 10 février, de 19h30 à 22h, vous avez une conférence, une double conférence sur les thématiques des systèmes de culture préservant les ressources et le sol en particulier, et l'agriculture et climat, potentiel de fixation du carbone dans les sols agricoles, donc toute cette thématique agricole. Et puis finalement, ce cycle de conférences se terminera le jeudi suivant, le 17 février, par une conférence qui parlera là plutôt des enjeux électriques avec la problématique du blackout, sur la thématique de quels sont les risques et quels sont les scénarios qu'on peut envisager face à ces blackouts. Voilà, c'est toutes ces conférences sur des thématiques qui vont être discutées pendant cette campagne. Je vous encourage vivement à vous y inscrire. Si vous êtes inscrit à cette conférence et que vous avez le lien Google, si vous ne l'avez plus, vous le retrouvez sur nos réseaux sociaux, ou bien vous pouvez toujours nous les demander par mail. On vous les donne très volontiers. Finalement, voilà, on est en campagne. Utilisez tout ce que vous avez appris ce soir. Mettez en pratique tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez eu l'occasion de travailler ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter les candidats. On a le site créateurdavenir.ch qui permet de contacter chacun des candidats verts libéraux au Grand Conseil, quel que soit leur district. Interagissez, faites parler de nous, faites parler de ce qui se fait, faites parler du bien, et puis on se réjouit beaucoup de ces élections, et puis de vous retrouver peut-être sur un marché ou un autre, ou un prochain événement. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.